Merci beaucoup en tout cas d'être venu à l'aube, parce que pour les équipes qui s'occupent d'adolescents et de transition, 9h du matin, c'est quand même très tôt. Mais donc, tout de suite, évidemment, on va céder la parole au professeur Véronique Delven, qui malheureusement, pour un petit souci de santé, n'a pas pu être des nôtres avec nous, mais elle sera là, évidemment, en distanciel, en visioconférence. Le professeur Delven ne voulait manquer ça sous aucun prétexte, puisque c'est elle qui a vraiment mené le combat pour la transition depuis plus de 2 ans maintenant, grâce à la chaire de transition. Alors, je regarde en haut, est-ce que le professeur Delven est connecté? On est bon? Alors voilà. Bonjour Véronique, je te laisse la parole. Bonjour à tous, c'est un peu drôle de se voir en grand de l'autre côté. Je suis très triste de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais c'était vraiment pas possible. Donc je vais quand même l'être par la voie de la visio. Et ça permet aussi, je pense, à un certain nombre de participants d'être aussi à distance. Pour ceux qui doivent venir de très loin, c'est pas toujours simple de venir jusqu'à Bruxelles. Et je voudrais remercier encore tous les participants de la vivacité et aussi du soutien qu'ils apportent à ce projet de psychiatrie de transition. Alors, je vais faire le point avec vous en introduction de l'état des lieux de la chaire. Nous sommes dans la 3e année maintenant, donc 2 ans et demi de travail avec les équipes, avec les jeunes, et je voudrais partager avec vous l'état des lieux actuel de notre projet. Alors, j'espère que tout fonctionne bien. Et donc, ce 3e colloque que l'on a intitulé « Quelle participation pour les jeunes ?» est un point très important parce qu'on ne peut pas travailler non plus sur cette question sans les jeunes et sans les familles. Et je pense que c'est ce qui sera le fil rouge de toute cette journée aujourd'hui. Alors, je remercie à nouveau, bien sûr, la Fondation Roi-Baudouin, le Fonds Julie Rançon et le Fonds Reine Fabiola du soutien qu'ils nous ont offert de pouvoir initier ce projet. Je remercie aussi tous les collaborateurs, il en manque l'un ou l'autre, mais les principaux sont là. Tous mes collègues, bien sûr, qui coordonnent avec moi, Marie Delay, Charles Cornreich, Hélène Nicolis, mais aussi les assistants, Simone Marchini, Johanna Reis, Anaïs Mungo, Bétul Tedik, Timothy Ennebi, Iman Hussein aussi, qui ont contribué à nous épauler et à faire avancer ce projet. Alors, dans la chaire de transition, telle qu'elle avait été proposée d'ailleurs par le fonds, il y avait d'abord un projet de recherche, un projet principal, et puis vous le verrez, d'autres projets annexes se sont rajoutés. Le projet principal, vous le voyez, la méthodologie a été publiée dans Frontier, c'était évaluer les changements dans les besoins de soins en santé mentale, la qualité de vie pendant la transition, et déterminer aussi les dimensions protectrices ou les facteurs de risque qui sont à l'origine de l'émergence d'une psychopathologie chez les jeunes, et ce, d'un point de vue plutôt dimensionnel que catégoriel. Les critères d'inclusion, c'était des jeunes qui étaient dans leur 17e année, qui parlaient le français et qui pouvaient donner leur consentement, bien sûr, ainsi que leurs parents. Et la modélisation du projet principal, tel qu'il a d'ailleurs été publié, est un petit peu celle-ci. Au fond, c'est de se dire, au-delà de la vulnérabilité génétique, dont on sait qu'elle contribue à la psychopathologie, notamment l'histoire familiale de psychopathologie, il y a tous les facteurs environnementaux, l'environnement familial, l'environnement périnatal, qui va à la fois jouer sur les bases neurodéveloppementales, mais aussi sur les bases affectives, pour ou pas entraîner une psychopathologie à l'âge de transition qui pourra se manifester soit sur un mode externalisé, soit sur un mode internalisé. Et
la question de la qualité de vie et des besoins en santé mentale, je dirais ultérieurs, lifetime, à l'âge adulte, est aussi fonction de la qualité des soins durant cette période transitionnelle, puisqu'on sait que c'est un moment où la psychopathologie peut s'alourdir de manière très importante. Le projet principal, c'est une étude longitudinale prospective. Alors, vous le savez, ces 2 dernières années ont été compliquées à cause de l'épidémie de Covid, mais malgré... Donc, on a pris un tout petit peu de retard dans le recrutement des sujets initiaux. On a travaillé jusqu'en décembre dernier pour obtenir un nombre de sujets en prospectif qui est honorable. Et l'objectif est de les réévaluer à l'âge de 2 ans plus tard et très vraisemblablement aussi 4 ans plus tard, mais ce sera l'objet d'une prochaine présentation. Et on commencera dès le mois de juin à revoir les premiers patients qui ont été inclus dans l'étude. Vous le voyez, il y a une population de jeunes qui demandaient de l'aide et puis il y a une population contrôle ou de jeunes tout venant, mais aussi de jeunes qui séjournent dans des lieux d'aide à la jeunesse qui sont non étiquetés psychiatriques. Et l'objectif est de savoir autant c'est-à-dire à l'heure actuelle, quand on va les retester, ceux qui nécessitent des soins et ceux qui ne nécessitent pas et qui ne sont pas inclus dans une prise en charge psychiatrique, pédopsychiatrique ou autre. Et la question, c'est que certains concerneront la transition de la pédopsychiatrie à la psychiatrie d'adulte, mais pour d'autres, il s'agira de l'émergence d'une nouvelle psychopathologie à cet âge particulier de la vie. Alors, la chaire de transition, c'est aussi une clinique transitionnelle, des projets de recherche annexes et la création aussi de dispositifs spécifiques de trajets de soins. Et ça, c'est, je dirais, tout l'objet de ce qui nous occupe aussi à l'heure actuelle. Et dans le cadre du projet, on a créé des dispositifs ambulatoires dans les différents lieux qui étaient partenaires de la chaire, avec une collaboration très spécifique entre les équipes pédopsychiatriques et les équipes de psychiatrie d'adultes. Nous avons fait, dans un projet de recherche annexe, l'état des lieux de cette clinique transitionnelle et des trajets de soins pour ces jeunes entre 16 et 24 ans. Vous le voyez, on avait un âge moyen de 18 ans. Près de la moitié des jeunes fréquentaient l'enseignement supérieur, mais très peu étaient encore entrés dans une vie professionnelle active. Vous voyez que la période d'évaluation couvre en gros 2 années pour une étude qui n'était pas prospective mais qui est rétrospective sur dossier sur tous ces jeunes qui ont consulté ces lieux de clinique transitionnelle. Et on a analysé le type de demande, le type de situation clinique ou les symptômes, je dirais, émergents avec lesquels ils venaient et les soins qui ont été proposés. Vous le voyez, il y a d'une part les demandeurs, l'envoyeur, les données sociodémographiques, le type de symptômes et puis l'orientation qui va être faite soit vers l'arrêt de toute prise en charge, voire un suivi en pédopsychiatrie, en psychiatrie d'adulte ou dans le cadre des consultations transitionnelles. Alors, vous voyez ici que les envoyeurs, dans près de 30% des cas, ce qui est quand même pas mal, étaient la première ligne. Vous voyez que la transition du pédopsychiatre vers le psychiatre d'adulte concernait à peu près 18% des situations cliniques. Et lorsqu'on regarde dans la consultation qui était le demandeur, vous voyez que dans un peu moins de la moitié des cas, c'était le jeune qui demandait lui-même des soins. Pour une grande part, la famille était encore demandeuse des soins. Je vous rappelle que l'âge moyen de ces jeunes était de 18 ans. Donc l'illusion de penser qu'à 18 ans, les parents ne sont plus, je dirais, des partenaires de soins est très certainement une considération qu'il faut absolument revoir dans le champ de la psychiatrie d'adulte, parce qu'on voit que même quand le jeune atteint l'âge de 18 ans,
dans près de 40% des cas, c'est sa famille qui sollicite aussi la demande de soins. Le symptôme principal dans la population que nous avons étudiée se répartit à peu près comme ceci. Donc, 67% de troubles internalisés, prépondérants chez les filles, ce qui est classique. 21%, 22% de troubles externalisés avec une surreprésentation des garçons et 10% de troubles psychotiques avec une représentation majoritaire aussi masculine. L'orientation, et ça c'est intéressant, vous voyez que dans près de 20% des cas, il y a une interruption des soins. Quand on met contre-avis médical, on n'était pas contraint aux soins, bien sûr. Donc, ce sont des jeunes qui n'ont pas souhaité poursuivre au-delà la demande initiale qui a été faite. On pourra analyser plus finement peut-être de qui venait la demande, d'ailleurs, dans ces situations-là. Vous voyez que 4% seront suivis par des pédopsychiatres, 37% par la consultation transitionnelle, et 20% passeront dans un suivi en psychiatrie d'adultes. Une des conclusions importantes de cette recherche rétrospective sur ce projet nouveau de consultation transitionnelle, c'est qu'il importe d'améliorer l'accès aux soins pour cette tranche d'âge, de sensibiliser les équipes cliniques à la psychopathologie des ados et des jeunes adultes. C'est un dispositif intéressant qui nécessiterait tout de même de peaufiner, d'approcher, de préciser les parcours de soins optimaux et individualisés et de comprendre aussi les éléments qui font qu'on va lui proposer un suivi adulte, une consultation transitionnelle, voire parfois même un suivi par un pédopsychiatre. Donc ça, ce sont encore des paramètres à étudier. La recherche a été publiée récemment. Vous voyez aussi qu'en projet annexe, il y a eu des études qui ont été réalisées pendant la période du confinement sur la question de la résilience, de la solitude, pendant les périodes de lockdown. Nos équipes et nos jeunes chercheurs ont été extrêmement réactifs. Une autre aussi sur l'impact de cette pandémie sur la santé mentale globale des jeunes adultes. Il y a eu aussi des collaborations avec la Ligue bruxelloise de santé mentale qui a créé un petit peu à l'initiative du groupe un groupe transition qui a donné lieu à une réflexion sur comment penser ces transitions dans la société, dans les institutions. Un autre champ de domaine de travail que nous avait aussi demandé la Fondation, c'est le partage des connaissances et l'enseignement. Donc, un certain nombre d'actions ont été menées aussi avec l'équipe des jeunes chercheurs. Un partage des connaissances avec une rencontre des réseaux en santé mentale enfants, adolescents et des réseaux adultes en Belgique francophone. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tous ont été contactés. Tous n'ont peut-être pas encore tout à fait actuellement répondu présent, mais il y a déjà eu de nombreuses rencontres, séminaires, conférences. Et on a créé aussi un réseau de partenaires francophones pour la transition. Tous ceux qui souhaitent se joindre à nous sont bien sûr les bienvenus et n'hésitez pas à en parler à mes collègues dans la salle. On met en place à l'heure actuelle un certificat universitaire en psychiatrie de transition à l'ULB actuellement, mais avec des partenaires des autres universités, avec 7 modules d'enseignement sur une année à destination des médecins, psychologues, assistants sociaux, infirmiers, tout personnel qui va travailler avec ces jeunes en transition. Et puis, nous n'avons pas oublié non plus la question du partage et de la participation des jeunes. Vous avez certainement le souvenir, comme moi, l'année dernière, du partage
expérientiel avec 100% jeunes. Et à la suite du colloque de l'année dernière, des rencontres entre ces jeunes adultes et des adolescents hospitalisés au centre de jour de l'ASBL L'Équipe sont en cours de construction pour un partage de vécu, une pérédance et au fond un travail sur des thèmes spécifiques au travers de différents médias. Nous avons aussi investigué ce qui était possible sur la participation pour les jeunes en transition. Alors, vous savez certainement que les réseaux infanto-juvéniles viennent de mettre en place aussi un coach en participation. La plupart sont en train de débuter dans les équipes de réseau. L'Université de Mons a une formation en pérédance pour les adultes et nous travaillons avec eux pour l'année académique à venir, pour la formation spécifique de la pérédance pour les jeunes en transition. Et leur modalité de travail consiste d'abord à faire un groupe de production de savoir. Et puis, nous avons eu aussi des contacts avec le GIAP à Montréal, qui, lui, travaille avec des jeunes en transition père aidant dans des thématiques comme la précarité, les addictions, la santé sexuelle, avec des jeunes qui travaillent partiellement dans la SBL, partiellement dans des projets pour aller à la rencontre d'autres jeunes. Ils sont guidés, soutenus, formés pour cette action de père aidance et très souvent ça sert de tremplin vers leur vie professionnelle et donc vous le voyez, vous avez là les coordonnées de ce type de projet. Donc vous voyez, ce sont des éléments qui sont très importants et qui vont certainement aussi animer toute la journée d'aujourd'hui où cette question de la participation des jeunes mais aussi de leurs familles, et les familles ne seront pas oubliées, va être le fil conducteur de cette journée que je vous souhaite très riche, très interactive, et je serai avec vous sur la chaîne YouTube pour participer avec vous, et si besoin, on peut aussi envisager que je revienne vous dire un petit bonjour dans la journée si c'est nécessaire. Merci à vous tous en tous les cas pour cette première partie de la matinée où je vous ai un peu résumé l'état des lieux de la chaire de transition ULB. Merci beaucoup, Madame le professeur Véronique Delven. Je trouve que cette première partie était déjà très stimulante puisqu'elle nous permet de voir toutes les avancées des travaux.